deux pôles, deux centres intellectuels mondiaux. Au niveau intellectuel, il n'y avait que deux. Il n'y avait pas 40, il n'y avait que deux. Bagdad, qui était dominé par les Perses, et Grenade, avec Cordoue, Séville, et tout, voilà, tout à fait. Espagne andalouse. Voilà, dominé par les Berbéros andalous. Ces deux peuples ont créé la civilisation de l'islam classique, qu'on appelle la civilisation qui était née dans cette période qu'on appelle la période des Abbassides. Donc, la chrétienté, surtout le Vatican, dont Pierre le Vénérable, a délégué des traducteurs, dont les plus célèbres, bon, j'en citer juste quelques-uns, les plus célèbres. Donc, tu as Ionis Sérapion, 9e siècle, Gerbert d'Aurillac, Constantin l'Africain, 11e siècle. Le plus célèbre d'entre eux est Gérard de Crémone, ou Crémonensis, 1114, Michel Pélos, Petrus Alfonsi, Adélard de Barthes, Stéphanus Ancios, Stéphanus de Saragosse, Jadei, Richard Anglici, William Scott qui vient d'Écosse, etc., etc. Donc 150, j'ai réussi à trouver 150 traducteurs qui allaient du 10e siècle jusqu'au 15e, 16e siècle. 150 traduceurs, je dis bien célèbres. Je ne parle pas de ceux qui étaient de seconde main, et je ne parle surtout pas des prêtres, des milliers de prêtres anonymes qui copiaient inlassablement et dans tous les monastères, les abbayes qui se trouvaient dans toute la chrétienté. Quand je dis toute la chrétienté, c'est l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc. Tout à fait. Ce qui a permis, ces originaux ont permis à des pseudo-savants européens, occidentaux, de plagier ces travaux. Et là, on va rentrer dans un phénomène dans la suite de notre débat sur le plagiat et la tautologie des ouvrages des savants berbères, andalous et perses. Et c'est faramineux. Le Sarrasin s'appelait Mahomet. Cette équipe, après avoir fouillé à fond les bibliothèques de ce peuple barbare, en a tiré un gros livre qu'ils ont publié pour les lecteurs latins. Ce travail a été fait l'année où je suis allé en Espagne et où j'ai eu une entrevue avec le seigneur Alphonse, empereur victorieux des Espagnes, c'est-à-dire en l'année du Seigneur 1141. La politique de traduction systématique des œuvres musulmanes commençait à cette période. Pourquoi cette période? Parce que le Tolède, qui était une ville islamique, est tombée entre les mains la Reconquista venue espagnole, du nord, tout à fait. Et donc, à l'intérieur de cette ville, une librairie contenant des dizaines de milliers d'ouvrages de scientifiques musulmans. On peut résumer la période chronologique de l'histoire des sciences en Europe, c'est la période de l'Antiquité, c'est les ténèbres, le pays des ténèbres, obscurité totale, donc il n'y a rien. Le Moyen-Âge du 10e jusqu'au 15e siècle, copie acharnée, donc une armée de traducteurs, de copistes ont déferlé sur le pays musulman, surtout les deux grands centres, Bagdad et l'Andalousie. Acheter, récupérer, traduire, copier, donc 5 siècles de copiage intensif. Ensuite, une fois qu'ils avaient toutes ces copies, ils passent à la Renaissance. Comme par hasard, tout d'un coup, la Renaissance, voilà. Copie, Renaissance. Renaissance, ils ont commencé à institutionnaliser ces copies, mais pas sous le nom d'Averroès ou de Ibn Sina, etc., mais sous le nom des plagiaires, des Galilée, des Copernic, des Kepler, etc. Et ensuite, copie, donc l'imprimerie a fait son effet. Et ensuite, on appelle le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est quoi? C'est rien d'autre que la compréhension de ces ouvrages scientifiques. Parce qu'il copiait, mais il ne comprenait rien. Galilée comprenait, mais il ne savait strictement rien, quoi. Quand tu comprenais la mécanique de Banu Moussa ibn Shakir, voilà, quoi. Quand la caméra obscura, la caméra qui a été créée par Al-Hazen, Omar ibn Haytham, elle se retrouve miraculeusement dans un livre de Léonard de Vinci. Voilà. Léonard de Vinci est le plus grand plagiaire pratiquement de l'époque de la Renaissance.
Bon, il faut l'accorder le côté peinture, ça a été doué. Hein, des peintures anatomistes pratiquement photographiques, d'accord, mais tout le reste, c'est du plagiat, quoi, et rien d'autre. Donc, Renaissance, ouvrage, donc on a imprimé des ouvrages, mais pas le nom de l'auteur d'original, mais le nom du plagiaire. Et ensuite, le siècle des Lumières, c'est rien d'autre que la compréhension des mathématiques, d'où les Lambert, les Pascal, Blaise Pascal, Isaac Newton, etc. Donc ils comprenaient un peu ce qu'il y avait comme... Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le déroulement logique normal de la compréhension d'une science, c'est d'un point de vue pratique. Et là, on tombe dans l'époque industrielle. Ah, et donc l'époque Voilà, l'application. l'application de cette compréhension qui a été faite dans l'époque des siècles des Lumières, ça a donné le siècle des Lumières. Mais pourquoi l'industrie, elle n'est pas née du côté musulman alors? Parce que, justement, donc on pourra tout à l'heure parler, pourquoi il n'y a pas, ça s'est arrêté, c'est resté figé. C'est resté figé, voilà, tout à fait. Ça, y a pas donc l'industrie, donc d'un point de vue industriel, donc ils ont créé l'industrie, et ensuite, tout de suite après l'industrie, il fallait la richesse, il fallait le côté finance, donc colonialisme. Tu colonises les pays pour récupérer les matières premières, etc. Et généralement, cette époque industrielle, c'était des savants, des ingénieurs. Quand on prend Ford, par exemple, c'est un ingénieur. Quand on prend, par exemple, BM ou n'importe, c'était des ingénieurs. C'était des scientifiques. Donc, les scientifiques se sont enrichis, en fait. D'un point de vue... à l'époque, les musulmans ont octroyé la science d'un point de vue humanitaire. Ils n'ont jamais tiré profit. Par contre, les Européens, ils en ont tiré profit, quoi. C'est-à-dire en faire un business pour eux et s'enrichir. Il y a un avantage politique, technologique sur le reste de la planète. Complètement, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Donc voilà, quoi. Donc si juste on clôture un petit peu, juste après on parle justement sur cette décadence. Et puis je vais prendre les questions. Voilà. C'est par exemple, juste, bon, par exemple, certains plagiats, quoi. Donc voilà, donc le plagiat un peu de certaines personnes, je vais juste prendre, voilà, quoi. On peut prendre la médecine, la gynécologie obstétrique, c'est tellement de domaines qu'il faudrait une émission spéciale rien que pour le plagiat, quoi. Voilà. Donc, voilà, quoi. Par exemple, en optique, tu as Ibn Haytham qu'on appelle Al-Hazen et Al-Farizi et Ibn Sahl. Ils ont fait des travaux et des découvertes qu'on appelle sur le mouvement de la lumière, propriété des ombres, expérience sur les miroirs, théorie sur l'arc-en-ciel. Vitellion, Kircher ont plagié ses travaux. René Descartes a plagié les travaux sur son ouvrage qu'on appelle Discours de la méthode, essai de dioptrise. Ça, c'est le travail qui est plagié sur Omar ibn Haytham. Snell, Van Royen ou Snellus, connu, parce qu'on dit la loi de Snell, n'est rien d'autre que la loi de la réflexion dans les différents milieux de Ibn Sahl, celui de la lunette astronomique. La réfraction de la lumière des astres, la réfraction et la réflexion, la description des lunettes, Descartes, Kepler, on retrouve les mêmes plagiaires, Descartes, Kepler, Huygens, Della Porta, sur la formation de l'image rétinienne et l'arc-en-ciel, Della Porta qui est connu, donc ceux qui font de la physique. Donc théorie corpusculaire de la lumière, on retrouve un personnage qui s'appelle Isaac Newton, théorie des couleurs, passage de la lumière au travers d'un prisme qui scinde le faisceau lumineux en couleurs séparées. Omar ibn Haytham a découvert ces principes, mais on a attribué ces travaux à Isaac Newton et René Descartes, à Snell, etc., etc., quoi.